Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse full spoiler, attention, du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Un épisode nettement plus long que la moyenne à laquelle la série nous a habitués et sans doute le plus impressionnant visuellement de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et aussi un épisode dans lequel il ne faisait pas bon être un banta sauf si vous aimez qu'on vous brosse les dents en camping. Bien sûr, vous le savez, la série est disponible sur Disney+ uniquement, et si vous comptez vous abonner à la plateforme, que ce soit maintenant ou dans quelques temps, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien que vous trouverez en description de la vidéo, puisque cela vous permettra de soutenir la chaîne au passage, donc merci à Disney pour cette opportunité et aussi de me laisser totale liberté éditoriale quant au contenu de ma critique. Réalisé par Jon Favreau en personne, cet épisode est un immense hommage à différents films de genre sur lesquels je reviendrai bien sûr au fil de cette analyse, mais aussi à la trilogie originale de Star Wars évidemment. J'ai pu lire de ci de là que certains lui reprochaient de faire du remplissage, mais à mes yeux ce n'est pas du tout le cas. The Mandalorian est une série qui sait parfaitement ce qu'elle veut être. En effet, la série assume totalement son aspect épisodique avec ce côté même monstre de la semaine, tout en plaçant toujours quelques éléments de la trame de fond. Alors oui, c'est vrai, selon les épisodes, cette trame avancera plus ou moins rapidement, mais il y a 3 ingrédients qu'on est presque sûr de retrouver dans chaque épisode. Il s'agit du style, du rythme et des références. Et si je parle de rythme, attention, The Mandalorian ne fait pas dans le montage épileptique, la série veut poser son ambiance et généralement elle y parvient très bien, comme tout bon western qui se respecte. Les 9 premières minutes de l'épisode ont suffi à me remettre totalement dans le bain et à me donner de petits frissons de plaisir venant confirmer que c'est sans doute ce que l'univers Star Wars nous a donné de mieux depuis longtemps. Ceux qui font cette série connaissent cet univers sur le bout des doigts, quoi de mieux que des Gamoréens pour un combat de gladiateurs avec des haches à champ de force apparemment, sans doute pour faire durer le combat plus longtemps. Pendant un moment, j'ai pensé aux fameuses vibro-haches que je connais depuis la première édition du jeu de rôle papier Star Wars, mais si ces armes en avaient été, les dégâts auraient été bien plus violents. Le destin de Gor Koresh et de ses sbires nous remet parfaitement dans l'état d'esprit de Din Djarin. Certes, il a souvent un comportement héroïque, mais disons que ce n'est pas un tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout l'épisode est truffé de petits moments amusants de l'enfant, à commencer par la façon dont il se met à l'abri en connaissance de cause. Des reproches sont faits à la série à ce sujet, mais c'est oublier que les créatures bizarres, énormes ou adorables ont toujours fait partie intégrante de cette saga. On peut dire que faire revenir à nouveau Mando sur Tatooine, c'est presque un clin d'œil méta, tant cette planète est centrale dans la grande histoire de Star Wars. Et puis au passage, il faut bien reconnaître que c'est la parfaite ambiance, le parfait décor pour replonger dans les racines western de la série, sachant que cette fois, d'autres films de genre seront également à l'honneur. Rien que dans la scène avec Pelimoto, on a une référence à Gremlins quand elle lui demande de lui garder un exemplaire si bébé Yoda commençait par hasard à se démultiplier. C'est sans doute aussi un clin d'œil aux suppositions de clonage qui entourent le personnage depuis la première saison. Ellie a même récupéré le droïde R5-D4, celui vendu à l'oncle de Luke par les Jawa dans Un Nouvel Espoir, et au passage, elle découvre le nouvel état d'esprit de Mando vis-à-vis des droïdes, et nous, public, nous savons pourquoi, suite au sacrifice héroïque d'IG-11 en fin de saison 1. Il me semble que retrouver Pelimoto et son improbable chevelure frisée, c'est une excellente façon de venir poser des personnages secondaires récurrents assez sympathiques, mais justement ce côté sympathique me fait craindre pour son avenir, pour sa vie même peut-être, sachant que c'est aussi une excellente façon de poser des victimes potentielles qui pourraient nous frapper au cœur si les véritables méchants de la série venaient à lui tomber dessus à leur recherche de Mando. Et oui, on se souvient bien sûr de Ainsi ai-je parlé, Kuiil. Il faut savoir que le village de Mos Pelgo a été introduit pour la toute première fois, inventé, dans le MMORPG Star Wars The Old Republic, et qu'ensuite il est entré dans le canon officiel avec le roman Aftermath, dans lequel figurait également le personnage de Cobb Vanth, qu'on retrouve dans cet épisode, c'est le Marshal. De l'arrivée de Mando dans la bourgade avec la population méfiante qui le regarde, jusqu'au face-à-face dans la taverne, on est à 100% en mode western, et d'autant plus avec Timothy Olyphant dans le rôle de Cobb. Ben oui, forcément, Timothy Olyphant, il est notamment connu pour ses rôles dans Deadwood, dans Justified, et lui donner ce rôle, ce titre de Marshal, qui est aussi celui de l'épisode, ça me paraît être un gros clin d'œil bien sympathique. Encore un bel exemple de ce développement de personnages, de figures secondaires récurrentes.
On peut penser à Cara Dune, et Cobb vient rejoindre cette galerie avec un mélange de panache et de bricole, mais surtout une coupe de cheveux à couper le souffle. Son récit de la façon dont il est entré en possession de l'armure de Boba Fett m'a fait penser au mythique pour une poignée de dollars, notamment quand il revient en ville pour se venger après sa fuite, comme Clint Eastwood, portant une plaque de métal sous son poncho. Totalement western encore la façon dont les deux communautés, celle des mineurs et celle des pillards Tusken, sont obligés de coopérer contre le danger malgré leur querelle avec les Tusken dans le rôle des natifs. Le western est très présent donc, mais ce n'est pas la seule référence puisque l'apparition du dragon Krayt au milieu de Mos Pelgo m'a immédiatement renvoyé vers l'excellent film Tremors. Lorsque la chasse au dragon se décide, on sent aussi une bonne influence de Jaws, les dents de la mer, sur les choix de mise en scène, jusque dans la façon de venir à bout du monstre et même en passant par le Tusken qui fait tomber un cylindre explosif et se fait assaisonner par un mineur comme Brody qui laissait rouler une bouteille d'air comprimé sur le bateau et se faisait remonter les bretelles par Matt Hooper, joué par Richard Dreyfuss. On retrouve évidemment une myriade de références à l'univers Star Wars depuis le lait de John Land, déjà apparu en bande dessinée, et même jusqu'à la perle trouvée dans l'estomac du dragon Krayt, en rappel d'une quête du jeu Knights of the Old Republic, et le speeder de Cobb Vanth semble même bricolé à partir d'un moteur du pod racer d'Anakin Skywalker. Et par-dessus tout, cet épisode va venir prolonger, approfondir, si j'ose dire, la mythique chute de Boba Fett dans le ventre du Sarlacc. Ça se passait bien sûr dans Le Retour du Jedi. Impossible bien sûr pour la série de reprendre directement la scène concernant Boba Fett là où le film l'avait laissé, ce ne serait pas respectueux du travail de George Lucas. En revanche, tout est fait pour nous montrer comment une armure mandalorienne peut permettre à un homme de se faire avaler par une créature géante et de malgré tout résister à ses sucs digestifs pour finalement en ressortir. On remarque que toute la scène du combat contre le dragon passe en format qui rappelle celui de l'IMAX, même si je ne sais pas si des caméras IMAX ont été utilisées. Ce qui est certain, c'est que le niveau visuel vaut clairement celui d'un film à grand budget. Et difficile, c'est vrai, de ne pas voir dans ce dragon Krayt sous forme vert des sables géants un bon gros clin d'œil au film Dune qui devait sortir en théorie peu de temps après cette saison 2. On avait presque oublié la raison initiale de la venue de Din Djarin avec tout ça, mais l'apparition de l'acteur Temuera Morrison nous confirme que c'est certainement Boba Fett qui revient pour la première fois à l'écran en version live depuis l'attaque des clones en 2002 et sa présence, enfant, auprès de Jango Fett, dont il est le clone. Il est presque certain que c'était déjà lui qui était venu auprès de Fennec Shand dans saison 1, et on peut même parier qu'il a récupéré la tueuse avant qu'elle ne meure pour de bon. Son accoutrement nous indique qu'il a dû côtoyer des Tuskens et adopter leur mode de vie dans le désert. On sait bien sûr que Boba Fett n'est pas né sur Mandalore, la planète des Mandaloriens, et l'abandon de son armure pourrait venir signifier qu'il a définitivement abandonné s'il avait eu un jour l'idée de suivre la voie des Mandaloriens. On remarque une cicatrice proéminente sur son visage qui pourrait résulter de sa chute dans le ventre du Sarlacc. On apprend dans l'épisode que le dragon Krayt s'est installé dans la tanière vide d'un Sarlacc, mais alors qui a vraiment tué ce Sarlacc? Est-ce que c'est le dragon? Est-ce que c'est Boba Fett? Un peu des deux? Peut-être qu'on aura l'explication plus tard ou que le mystère continuera à planer. À partir de ce que l'on sait de la vie de Boba Fett, on peut quand même affirmer que c'est un personnage sombre, violent, égoïste, avide de vengeance. Alors il pourrait sans doute, très certainement même s'opposer à Din Djarin, à moins qu'il n'ait beaucoup changé suite à sa terrible expérience personnelle, ce qui pourrait être laissé sous-entendu par le fait qu'il soit allé récupérer Fennec Shand, à moins qu'il ne l'ait récupéré pour des raisons très égoïstes et personnelles, pour son propre intérêt tout simplement. Rendez-vous est donc pris, je reviendrai chaque semaine pour couvrir les épisodes de cette saison 2, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater, sinon eh bien, vous serez obligé d'aller faire un tour dans le ventre d'un Banta qui servira lui-même d'appât à un Sarlacc qui servira lui-même d'appât à un dragon Krayt. Ouais, ça fait beaucoup d'appât, je sais, mais c'est le destin qui vous attend. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut.